Voilà, chers amis, il est 20h30, 18h30, pardon, et nous irons jusqu'à 20h. Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à cette nouvelle session des jeudis du DEFAP. Nous sommes aussi suivis sur Facebook. Bienvenue à tous nos auditeurs et fidèles de Facebook. Et pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, ce cycle de conférences lancé en 2024 est au cœur de la mission du DEFAP. Il s'agit de favoriser les échanges théologiques et la rencontre entre les cultures. Chaque mois, en tout cas durant le premier semestre, 4 mois au premier semestre et 4 mois au deuxième semestre, nous donnons la parole à des chercheurs, des pasteurs ou des acteurs de terrain issus de la scène internationale pour mettre en perspective des travaux qui interrogent nos sociétés et nos églises. Dans l'esprit des Jésus du DEFAP, ce soir n'est pas un lieu d'affrontement d'idées, mais un espace de dialogue, d'analyse et d'ouverture. Nous construisons ensemble quelque chose. Nous sommes particulièrement heureux de vous voir déjà si nombreux. D'autres vont venir nous rejoindre, j'en suis certain, étudiants, universitaires ou simples engagés dans l'Église ou même curieux pour cette rencontre en visioconférence. Le thème qui nous rassemble ce soir est d'une actualité brûlante pour la mission. Le thème que va développer donc notre frère Nick Sanjali est l'héritage missionnaire aujourd'hui, cas de la mission presbytérienne américaine au Cameroun. Donc je vous l'ai dit, pour traiter ce sujet, nous avons l'honneur d'accueillir le pasteur Nick Sanjali, pasteur de l'Église presbytérienne du Cameroun. Nick Sanjali est aussi doctorant en théologie. Il allie l'engagement ecclésial à la recherche théologique. Il est enseignant d'hébreu biblique et d'Ancien Testament à l'Institut supérieur de théologie d'Aguerre à Lolodorf, dans le sud du Cameroun. Il a bénéficié d'une bourse du DEFAP pour un séjour de recherche en collaboration avec l'Institut protestant de théologie à Paris. Ses recherches doctorales portent sur un texte fascinant du Lévitique, au chapitre 10, explorant la séparation du sacré et du profane, une thématique qu'il réinterprète dans le contexte de l'Église camerounaise. Et au-delà de ses responsabilités de secrétaire exécutif du consistoire L'Homme et Djerem, Nick Sanjali est un chercheur très actif au sein de plusieurs sociétés savantes internationales, telles que la Society of Biblical Literature ou l'Association catholique pour l'étude de la Bible. Il a aussi écrit de nombreux articles sur la gestion des conflits dans l'Ancien Testament, sur le concept du sabbat ou encore sur l'anthropologie vétérotestamentaire. Et il nous apporte ce soir son regard, à la fois historique et exégétique, sur l'héritage missionnaire. Mais je ne vais pas déflorer la chose, je vais lui laisser la parole. Cher Nick, puisque nous nous connaissons quand même, hein, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous écoutons. Bienvenue. Merci. La question qui nous rassemble aujourd'hui, portant sur l'héritage missionnaire, le cas particulier de l'héritage de la mission presbytérienne américaine au Cameroun, est une actualité depuis une quarantaine d'années, je veux dire, depuis le temps où l'héritage laissé à l'Église presbytérienne camerounaise, qui naît de la mission presbytérienne américaine, a commencé à faner aux yeux et aux vues de tous. Et plusieurs questions se posent autour de cet héritage aujourd'hui, de ce qui n'a pas marché, de ce qu'il faut faire pour relever, de qui doit faire quoi pour relever, pour rebâtir, de qui est responsable de quoi. Ce soir, nous essaierons de revenir sur l'œuvre des missionnaires, les missionnaires de la mission presbytérienne américaine, mais nous ne parlerons pas de
toute l'activité de la mission presbytérienne américaine, nous aborderons juste quelques éléments qui nous permettront de constituer ou de bâtir l'héritage missionnaire. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui, dans le cas de l'Église presbytérienne camerounaise, considérer ou appeler héritage missionnaire? Qu'est-ce que cet héritage devient? Et nous avons trois photos, trois images qui nous sont chères, que Jean-Pierre nous aidera à mettre sur l'écran le moment venu. Et ensuite, nous aborderons des pistes de solutions après avoir bien évidemment identifié les problèmes. Nous voulons, pour ce qui est de l'œuvre de l'activité missionnaire, relever trois régions ou trois zones géographiques dans lesquelles les missionnaires de la mission presbytérienne américaine, que nous allons abréger MPA, ont agi. Il s'agit de la région, la grande région du Sud. Il s'agit de la région de l'Est et de la zone de Bafia dans le centre, dans la région du centre Cameroun. Et il s'agira aussi un peu de la région de l'Est. Pour ce qui est de la région du Sud, en 1832 environ, des missionnaires américains partent de Norfolk en Virginie vers le Libéria et ils sont suivis par d'autres. Cette initiative s'inscrivait dans la perspective du retour des esclaves libérés en Afrique. Les efforts missionnaires au Libéria n'étant pas concluants, la mission déplaça son activité vers le Gabon. Et autour de 1858, les missionnaires George Simpson et Mackay s'installent dans l'île de Corisco, dans ce qui est appelé souvent le Rio Muni. Leur activité évangélisatrice va prospérer et c'est à partir de cette île que les missionnaires Cornelius et William Clements embarquèrent pour le Cameroun. Ils arrivent bien évidemment à Batanga, où ils déposent premièrement leurs valises dans la région et la zone de Kribi. Ils furent bien accueillis par des jeunes gens et des jeunes filles désireux de suivre une formation chrétienne. Et ils vont faire une sélection de jeunes qu'ils vont envoyer à l'école. Ce sont des garçons et des filles de Corisco et de la zone de Batanga qu'ils vont envoyer se faire former. Et un peu plus tard, ces jeunes revenus seront les chrétiens, revenus de leurs études, vont aider à fonder autour de 1879 une église à Batanga sous la direction de deux natifs, deux autochtones, parmi lesquels Edouma Moussambani, qui lui deviendra le premier pasteur camerounais à être consacré. Nous sommes là aux environs de 1903. Ces jeunes responsables ont conduit fidèlement la nouvelle église, malgré les persécutions qu'on peut imaginer. Et autour de 1889, ils furent assistés par les missionnaires, par d'autres missionnaires, et le temple de Batanga fut inauguré. Et ce fut d'ailleurs là le tout premier temple en région camerounaise, ou dans le pays camerounais, de la mission presbytérienne américaine. C'est donc à Batanga que la mission se fixe et c'est de Batanga qu'elle part pour l'intérieur du pays. Autour de 1886, l'accord entre les puissances européennes remit à l'Allemagne le Cameroun comme colonie. Les missionnaires américains ont envisagé à ce moment de modifier leur plan d'activité parce que la politique coloniale française qu'ils ont rencontrée au Gabon était intolérante à certains de leurs projets sociaux, notamment l'apprentissage des langues étrangères, notamment l'anglais, et n'était pas très favorable à l'apprentissage des langues locales. Ce qui fait qu'avec le passage du Cameroun sous la domination allemande, ils vont s'installer confortablement, si je puisse utiliser le terme, au Cameroun.
et mettre sur pied des programmes et des lieux de formation. Ils vont engager des formations et des enseignements en langue locale d'abord, et les plus intelligents vont faire des écoles américaines et souvent même des écoles allemandes. C'est de cette façon qu'une élite va commencer à se former. Dans la zone de Bolova, où l'EPC est fortement implanté et représenté, autour de 1895, la station d'Ebolova, parce que la mission s'est déjà installée à Ebolova, au centre-ville, la station va se déplacer pour Elat, où elle est actuellement, sur la demande des Américains, de l'administration coloniale qui voulaient bâtir exactement au lieu où la mission s'était installée, une base militaire. La station de Libamba, quant à elle, fut ouverte pour y fonder le fameux collège évangélique de Libamba, un établissement de renom. À Elat, par exemple, quelques œuvres dans le sud, on a une imprimerie, on a une école professionnelle qui va s'ouvrir, on a une léproserie qui va s'ouvrir à Ebolova, on a à Metet, toujours dans le sud, une pouponnière qui sera ouverte, on a l'hôpital de Nongal qui sera créé, un des grands pôles d'administration des soins de l'époque et à un moment de la vie du Cameroun. Au départ, les missionnaires, le constat fait est que les missionnaires ont évité de concentrer l'essentiel ou leurs activités dans les grandes stations parce que le but était de pénétrer dans le pays. Donc, les grandes stations servaient beaucoup plus de base et il y avait des annexes à l'intérieur qui, bien évidemment, étaient rattachées à ces stations. Mais nous ne pouvons pas manquer de signaler qu'il y a eu dans la région du Sud souvent des différends entre l'administration coloniale et la mission. Il faut dire que avec la première et la deuxième guerre mondiale et le Cameroun qui passait entre l'Allemagne, entre les mains de l'Allemagne et celle de la France, il était un peu difficile pour les Américains qui n'avaient pas l'autorisation de coloniser ou de prendre la gestion politique du pays, d'étendre véritablement leurs activités. Dans la zone de la Sanaga maritime, ce qu'on appelle vulgairement au Cameroun le pays Bassa, la mission presbytérienne camerounaise va plutôt hériter de l'œuvre de la Société des missions de Paris, qui, elle, va hériter de la mission de Bâle. Donc, au milieu de la Première Guerre mondiale, la mission de Bâle, l'Allemagne ayant perdu, va remettre son champ de mission à la Société des missions de Paris, qui, elle, n'ayant pas suffisamment de moyens pour mener ses activités, va transférer son activité et son champ de mission à la mission presbytérienne américaine. La région de l'Est n'a pas n'a pas connu beaucoup d'activités, n'a pas connu une forte implication des missionnaires, pas parce qu'ils n'en avaient pas la volonté, mais à cause de la première difficulté, la région de l'Est est grande et il était difficile pour eux, après avoir implanté les stations, celle de Kambele et celle de Nkolovolan, d'aller véritablement à l'intérieur pour créer des églises annexes qui dépendent de, ou dépendrait, autant pour moi, de ces deux stations missionnaires. De tout ce que j'ai dit, ce que nous pouvons déjà retenir, c'est euh, l'évangélisation comme premier but, comme premier élément, et ensuite la création d'œuvres, la création de structures, la création et la mise sur pied de services, de projets qui avaient pour but d'appuyer l'œuvre évangélisatrice. Ce que nous pouvons souligner pour relever les rapports, pour évoquer le type de rapport qui pouvait exister entre l'administration coloniale et les missionnaires,
c'est que l'activité missionnaire devenait à un moment un danger pour l'administration coloniale. Parce que les missionnaires formaient, les missionnaires éveillaient les consciences, les missionnaires éduquaient. Nous avons par exemple un des grands résistants, un des grands opposants historiques du Cameroun, Ruben Nyoben, qui avait adhéré à l'évangile, au message de la mission, donc qui était un fruit de la mission et qui a fait ses classes et ses études à l'extérieur et qui a été un des maillons forts et essentiels, je peux me permettre de le dire, pour que le Cameroun accède à l'indépendance. Donc, si à des moments on a des relations de collaboration entre l'administration coloniale et la mission, on a aussi souvent des relations difficiles. On a aussi souvent des relations délicates entre la mission qui éduque, qui forme, qui soigne, qui éveille les consciences et l'administration coloniale qui, elle, use de certaines méthodes pour gouverner et diriger le territoire. Donc, la mission principale était l'évangélisation. C'est l'évangélisation qui est à la base de tout. Donc, la mission principale n'était pas la construction d'hôpitaux, la construction d'écoles, la formation des autochtones pour éveiller les consciences, mais c'est pour mieux évangéliser que ces œuvres ont été bâties et ont été mises sur pied. Et ces œuvres mettaient la mission au centre même de la vie du territoire camerounais, qui n'était pas encore un pays indépendant, parce que sur le plan social, la mission avait des hôpitaux qui faisaient venir des gens de l'étranger pour se faire soigner. La mission avait des grandes écoles, des écoles qui ont formé l'élite. C'est la mission, en quelque sorte, ou grâce à la mission, que le Cameroun a son hymne national, parce que cet hymne national a été composé à l'école normale de Foulassi, qui aujourd'hui est un des deux instituts de théologie de l'Église presbytérienne camerounaise. Donc par là, on voit comment la mission a impacté, non seulement le politique a impacté, l'aspect social a impacté même l'aspect religieux en apportant une nouvelle doctrine. Les œuvres sociales, comme nous les appelons d'habitude, sont juste un témoignage de l'Évangile. Et comme je l'ai dit, ne sont pas la raison principale de la présence des missionnaires au Cameroun. La mission a été un courroie entre les populations et l'administration coloniale. Nous pouvons donc dire qu'en termes d'œuvre, en termes d'héritage, il ne faut pas juste se limiter aux écoles, aux hôpitaux. L'œuvre missionnaire ou l'héritage missionnaire va donc au-delà de ces écoles, au-delà de ces hôpitaux. L'héritage missionnaire, c'est aussi éveiller les consciences, un éveil des consciences. Les missionnaires ont par là donné un enseignement, celui d'une église qui éveille les consciences, qui prêche pour éveiller les consciences, pour réveiller des personnes qui semblent endormies. L'héritage missionnaire, c'est aussi ces œuvres sociales qui passent ou qui englobent la formation, l'éducation et la santé à travers les léproseries, à travers les hôpitaux, à travers les centres de santé et les soins de qualité qui étaient administrés. C'est aussi ces écoles primaires, ces écoles secondaires, c'est aussi ces écoles supérieures qui formaient l'élite, qui formaient les cadres administratifs du pays. C'est aussi l'héritage missionnaire, c'est aussi un esprit de collaboration. Donc, l'héritage missionnaire ne saurait se limiter juste à des structures. L'héritage missionnaire va, à notre avis, selon les éléments que nous avons évoqués pour reconstruire rapidement l'historique de la mission, l'héritage missionnaire, c'est aussi des idées. L'héritage missionnaire, c'est aussi des idéologies.
Bien évidemment, le 11 décembre 1957, une église va naître de cette mission et elle naît suite à des réclamations, à des querelles, à des protestations. Plusieurs raisons sont à l'origine de la naissance de cette église. Cette église qui sera héritière de toute cette œuvre que je viens d'énumérer. Il y avait d'abord comme motivation ou raison le désir de se sentir pleinement pasteur. Les missionnaires avaient consacré des autochtones au ministère pastoral, les avaient consacrés pasteurs, mais ils n'étaient pas véritablement considérés comme des pasteurs, mais étaient souvent relégués à des seconds rangs, à des seconds plans. Et il a fallu à un moment que ces pasteurs revendiquent un statut beaucoup plus noble, d'autant plus qu'au sein d'eux, il y avait déjà une certaine élite. Je pense à François Akwaboumou, qui a fait ses études à l'extérieur, aidé et financé par les missionnaires ou aidé et financé par la mission. Donc, cette histoire de pasteurs de second plan ou de seconde zone ne passait plus parce que c'était déjà des intellectuels, c'était des personnes qui pouvaient déjà poser un raisonnement, des personnes qui avaient déjà la mémoire ouverte. Il y avait aussi, il faut le dire, la recherche du pain. Ces pasteurs pensaient que le niveau de vie que les missionnaires avaient était à cause de l'argent de l'Église, d'une façon de dire qu'ils vivaient de l'Église alors qu'ils vivaient des subventions. Il y avait cette envie de mener aussi leur niveau de vie. Je préfère me limiter à ces deux raisons. Et l'Église presbytérienne camerounaise va naître. Il faut souligner aussi qu'initialement, dans la vision américaine ou des missionnaires, l'intention n'était pas de demeurer, comme quelqu'un me le disait tout à l'heure, n'était pas de demeurer au Cameroun, n'était pas de demeurer en terre étrangère, d'embrigader une mission. L'intention était justement de former une élite. C'est la raison pour laquelle on verra à toutes les stations, pratiquement, un lieu de culte, un temple, une école, souvent un lieu de culte, une école primaire, un collège dans la même station, parce qu'il fallait former l'élite qui allait être capable d'évangéliser, l'élite qui allait être capable de gérer ses œuvres. Peut-être c'était le moment de réclamer l'autonomie, peut-être ce n'était pas le moment, mais ce que nous constatons, c'est une mission holistique. La mission presbytérienne américaine, de par ses œuvres, de par son activité, ne prenait pas en compte l'aspect spirituel seulement par l'évangile ou l'évangélisation, mais prenait en compte tout l'homme. Ça veut dire mettait sur pied des structures qui permettaient de s'occuper de l'homme intégral. Maintenant, au 11 décembre 1957, lorsque nous jetons un regard sur les minutes de la toute première Assemblée générale de l'Église, l'Église hérite de 3 synodes, elle hérite d'environ 9 consistoires, avec une trentaine de pasteurs, avec une quinzaine, exactement 17 stations missionnaires, constituées souvent de temples, d'écoles primaires et ou secondaires et d'hôpitaux. Elle hérite d'écoles supérieures, ces écoles-là qui ont formé l'élite administrative du Cameroun. Maintenant, dans l'état actuel, l'Église presbytérienne camerounaise semble avoir, d'un premier regard, fructifié l'héritage reçu. Parce qu'aujourd'hui, l'Église presbytérienne camerounaise qui naît de cette mission a 8 synodes ayant hérité de 3 synodes. Cette église a une quarantaine de consistoires. C'est vrai que la situation dans l'église aujourd'hui ne permet pas de dire exactement combien de consistoires il y a. Certainement, à partir de demandes seront fixées, mais une quarantaine de consistoires, pratiquement 800 paroisses. Je ne parle pas de temples, mais de paroisses, puisque les paroisses sont souvent constituées de plusieurs chapelles. Si nous allons dans le sens de temples construits, il y en a plus de 1000. L'Église presbytérienne camerounaise a aujourd'hui près de 1000 pasteurs. Elle a 28 écoles primaires
Elle a 11 écoles secondaires. Elle a une école normale des instituteurs de l'enseignement général. Elle a une école qui forme les infirmiers diplômés d'État. Elle a 2 universités ou 2 facultés qui sont ouvertes, celle de Bibia, qui forme essentiellement les futurs pasteurs, et celle de Foulassi, qui a une faculté, qui est une université proprement dite, et qui forme les futurs pasteurs par la faculté de théologie, et qui a une faculté des sciences sociales. L'élément statistique nous donne de comprendre que l'Église presbytérienne camerounaise a fructifié. Elle a peut-être compris, elle a peut-être bien reçu, et elle a multiplié. Mais un autre regard nous amène à nous demander si, à proprement parler, on doit parler, encore, permettez que je le dise comme ça, on doit parler encore d'héritage missionnaire, parce que l'héritage missionnaire semble perdu aujourd'hui. Dans ces écoles, dans ces hôpitaux, dans ces écoles secondaires, ces facultés de théologie, la douleur est grande. Celles qui sont créées par l'Église elle-même et celles qui ont été laissées par les missionnaires sont dans un état désastreux. Sont dans un état désastreux, et les raisons sont diverses. D'abord, des problèmes ecclésiaux, parce que l'Église presbytérienne camerounaise, qui hérite de ses œuvres, semble ne pas faire de distinction entre le fonctionnement de ses œuvres, qui aujourd'hui sont des organes techniques, qui aujourd'hui exigent des façons spéciales et particulières de faire à la politique de l'Église. Ce n'est pas surprenant que pour la division de 2 consistoires, on fasse 5 ans, 10 ans, sans pouvoir dire qui est vraiment quel consistoire, parce qu'au centre de la querelle, il y a une station missionnaire. C'est chacun qui, en prenant sa faction pour être consistoire, veut emporter avec lui la station missionnaire et prendre le nom de cette station missionnaire. Et ça a souvent un impact. Ça a souvent un impact chez le fidèle qui est membre de la paroisse de la station. Ça a souvent un impact sur le fonctionnement même des œuvres. Le médecin qui ne sait plus exactement à qui obéir, le directeur d'école qui ne sait plus de qui recevoir les instructions, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a ces problèmes ecclésiaux qui se transportent assez facilement, je dirais même très facilement, dans cet héritage que nous avons reçu. L'autre constat que nous pouvons faire, que ces problèmes sont aussi d'ordre structurel depuis un certain nombre de crises. Il y a des hôpitaux et des écoles qui sont restés fermés. Et ces hôpitaux et écoles sont restés fermés, pas parce qu'il manque de personnel, mais parce que le personnel qui est souvent recruté et qui est affecté est souvent incompétent. Un hôpital qui a à peine 10 lits, qui n'a pas d'ordinateur, qui n'a juste pour responsable que le médecin-chef. On recrute des secrétaires et on affecte dans ce centre de santé ou dans cet hôpital 2 à 3 secrétaires qui vont arriver, ne vont pas se trouver un poste de travail parce qu'on n'a pas besoin là d'une secrétaire, rien n'est fait pour qu'il y ait une secrétaire, et vont se lancer immédiatement dans les soins et à prendre les soins dans le tas et commencer à administrer les soins. Ça, c'est pour ce qui est des œuvres sociales. Maintenant, pour ce qui est de l'œuvre évangélique, même si l'Église a ses problèmes ecclésiaux, on constate quand même un foisonnement, on constate quand même une embellification de ce côté-là. On a de plus en plus de grands temples, ceux qui sont arrivés au Cameroun et qui sont passés par la rue Sépère, c'est digne d'une cathédrale. Un peu partout dans la ville de Yaoundé, vous avez de grands temples, de grands lieux de culte, vous avez de beaux lieux de culte,
vous avez des édifices très solides en matériaux définitifs, souvent ou pour la plupart plus grands que ce que les missionnaires ont construit. Ce qui signifie que l'héritage évangélique, quand même, il a été retenu, il a été reçu, il est gardé, il est multiplié. Mais les problèmes ecclésiaux ne manquent pas à fragiliser sans que ces problèmes ne détruisent quand même l'œuvre évangélique. Du coup, j'ai parlé à un moment d'une œuvre holistique de la mission presbytérienne américaine à travers ses écoles, ses centres de santé, ses lieux de culte, ses léproseries, ses pouponneries et tout ce que vous voulez, l'imprimerie et tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, on a comme l'impression que cet héritage, à travers les deux constats que je viens de faire, la différence qui existe aujourd'hui entre l'œuvre ou l'héritage évangélique et l'héritage social à travers les hôpitaux, les écoles, cet héritage, en gros, a été transformé. On a plus un héritage de confession aujourd'hui qu'un héritage holistique. Les temples se multiplient, les lieux de culte se multiplient, les paroisses se multiplient, les chapelles naissent tous les jours, un peu partout, mais les hôpitaux ne suivent pas toujours. Et quand même les hôpitaux essayent de suivre ce rythme, c'est-à-dire de se créer, de se multiplier, il y a une certaine fragilité, une certaine timidité à fonctionner et beaucoup de ces hôpitaux et de ces écoles ferment tout de suite. Donc, on a aujourd'hui une église plus confessante qu'holistique, qui naît pourtant d'une mission qui est plus holistique que confessante, même si à la base de cette mission holistique, il y a le motif ou la raison de l'évangélisation. Donc, l'héritage missionnaire aujourd'hui est devenu plus confessionnel qu'holistique. L'héritage missionnaire aujourd'hui voit sa partie holistique souffrir et souffrir des maux dont je viens de vous parler. Mais ce n'est pas un constat arrêté, ce n'est pas une parole d'évangile, parce que lorsque vous essayez de fréquenter certains de ces centres, certaines de ces écoles, il y en a qui font la fierté quand même. Il y en a par lesquels on se dit, heureusement que les missionnaires nous ont donné ou nous ont légué ceci. Je voudrais parler, par exemple, aujourd'hui du collège Johnson à Yaoundé, à Djongolo, au siège de l'Église. Mais il faut souligner que ce collège sort aussi d'un grand coma. Ce que je voudrais dire, c'est que ces œuvres sociales qui réussissent à tenir debout ou qui donnent l'impression de résister le sont parce que derrière, il y a une autre façon de gérer. Le sont parce que derrière, il y a une autre façon de faire qui a été adoptée. Si ce n'est des partenariats qui sont conclus avec des particuliers, avec des structures, c'est des financements et une certaine action de l'État. Lorsque vous arrivez à Bibia et vous arrivez à Foulassi, Bibia, qui était l'école de théologie des Gars, qui est passé Institut supérieur de théologie et aujourd'hui, donc qui était une école biblique, pardon, qui est passée école de théologie et qui aujourd'hui est institut de théologie. Et vous allez à Foulassi, qui initialement était cette école normale qui a formé les cadres du pays où l'hymne national a été composé. Il y a une certaine différence. À Bibia, c'est du vétuste pur. À Bibia, c'est du délabré totalement. Pendant qu'à Foulassi, vous essayez d'avoir deux ou trois choses qui provoquent fierté d'être presbytérien, d'être ses descendants, ses héritiers de la mission. Parce que le gouvernement camerounais, pour remercier l'Église pour la composition de l'hymne national, a subventionné. Et ces subventions ont été utilisées pour construire. Le DEFAP lui-même a souvent financé des projets là-bas. Donc, pour dire que, en réalité, ce qui vit et résiste dans l'œuvre sociale, c'est ce qui
obéit à d'autres normes que les normes conventionnelles. Parce qu'il faut le relever, les missionnaires ont créé des œuvres et posé des actes de leur temps, mais l'Église presbytérienne camerounaise, qui hérite de ces œuvres, semble agir en conservatrice. Ça veut dire rien ne change, rien ne bouge. Il faut garder les choses telles que les missionnaires les ont laissées. Et plusieurs éléments nous permettent aujourd'hui de le dire. Une constitution qui gouverne l'Église et qui date depuis les missionnaires, qui jamais n'a subi d'amendement, même lorsqu'on se rend compte que cette constitution est un problème. Donc, cela peut être dû aussi à cet aspect conservateur, à cette nature de conservateur dont l'Église s'est dotée ou que l'Église a adopté. Donc, comme piste de solution, il serait bien pour que cet héritage reflète l'œuvre missionnaire, que sa gestion soit actualisée et contextualisée. Les missionnaires ont créé des œuvres et des sculptures qui répondaient à des besoins, qui répondaient à une certaine demande. Aujourd'hui, est-ce que la demande est la même? Nous sommes dans un contexte camerounais où les écoles, il y en a 4 à 5 par quartier, et nous sommes dans un contexte où les services de santé et les structures de santé se multiplient tout autant que les écoles, les structures privées, bien sûr, se multiplient tout autant que les écoles. Est-ce qu'il est toujours bon que l'Église aille dans ce sens, ou que l'Église recrée, ou que l'Église transforme un peu le type de service et le type d'œuvre, qui transforme ses œuvres afin qu'elle offre des services qui se démarquent un peu. Je m'appuie sur un élément pour le dire. Les missionnaires n'ont pas souvent toujours bâti ces stations dans les périmètres urbains. Ils s'éloignaient généralement du centre urbain. Vous avez donc, comme à Kambele, à côté de moi ici, un hôpital qui est à plus de 5 km du centre-ville où il faut payer de l'argent pour s'y rendre, alors que dans le périmètre urbain ou alors au centre-ville, vous avez une pléthore de centres de santé qui partira de la ville pour se faire soigner là-bas, si c'est pour être reçu comme dans tous les hôpitaux, si c'est pour être soigné comme dans tous les autres hôpitaux. L'Église peut peut-être revoir le type de service qu'elle offre dans ces hôpitaux. Donc, il est question d'actualiser, il est question de recréer, il est question de mieux adapter. Et ensuite, que l'Église fasse une différence entre la politique ou le politique et la gestion des œuvres. La gestion des œuvres, cet héritage que nous avons reçu, cet héritage de la mission presbytérienne américaine est utilisé aujourd'hui comme récompense politique à des moments. Ça veut dire que pour avoir bien fait ceci à l'Église, pour vous récompenser, on peut vous nommer directeur d'une œuvre scolaire ou médicale, que vous ayez les compétences ou non. Ce qui nous amène à une autre proposition, la recherche et la promotion de la compétence. Les œuvres missionnaires étaient créées par des professionnels. Tous ces missionnaires n'étaient pas pasteurs. Il y en avait qui étaient médecins, il y en avait qui étaient enseignants, il y en avait qui étaient comptables, il y en avait qui étaient ceci, il y en avait qui étaient cela, et chacun d'eux travaillait, mettait à profit sa compétence et sa formation pour le rayonnement de ses œuvres. Or, aujourd'hui, cet héritage passe souvent aux mains des gens qui n'ont pas l'expertise ou qui n'ont pas la performance ou la compétence nécessaire pour gérer ou pour agir. À ce moment, il n'est pas très surprenant qu'on ait le résultat que nous avons. Et lors de la 62e Assemblée générale de l'Église presbytérienne camerounaise en 2019, l'Église a adopté le principe de la gestion décentralisée des œuvres. Ça veut dire que chaque synode et chaque consistoire
gère les œuvres qui sont dans son territoire. Et 2 ou 3 assemblées plus tard, la même Église est revenue sur la centralisation des œuvres au moment où le gouvernement camerounais, nous sommes en contexte camerounais là, le gouvernement camerounais, lui, il parle de décentralisation et semble même accélérer la décentralisation. Il y a toujours ces lourdeurs lorsqu'il y a un problème dans une de ces œuvres. Celui qui doit décider est à la capitale et l'œuvre est à 800 km de la capitale. Souvent, le réseau n'est pas bon. Le temps de le joindre et qu'il dise ce qu'il faut faire ou qu'il descende, la situation s'est aggravée ou s'est empirée. Et puis, l'œuvre ou la structure finit par souffrir. Donc, aller vers la décentralisation des œuvres qui ne dépossède pas en réalité l'Église de l'héritage qu'elle a reçu, parce que l'héritière de la mission presbytérienne américaine, c'est l'Église presbytérienne camerounaise. Donc, pour me redire en 2 ou 3 mots, les missionnaires, en arrivant et en œuvrant, avaient pour mission principale ou principal objectif évangéliser, transmettre l'évangile, et ils ont dû construire et mettre sur pied ces projets, ces programmes, ces œuvres comme témoignage de leur évangile pour mieux faire comprendre et mieux faire passer le message, pour prendre en compte l'homme dans toutes ses dimensions. Et ces missionnaires avaient les compétences nécessaires. C'est la raison pour laquelle, à leur temps, les choses étaient comme elles étaient, elles ressemblaient au paradis. Et une fois que l'Église a demandé son autonomie et est devenue autonome, a pris en main la gestion de ses œuvres, bien que ces œuvres en quantité se soient multipliées, mais sur le plan qualitatif, l'héritage a subi un coup et il y a comme une déformation, on observe comme une déformation de l'héritage qui au départ avait tout pour être holistique, devient plus confessante que holistique, peut-être parce que la mission principale ou alors l'objectif premier des missionnaires était l'évangélisation. Donc, il y a des choses à faire pour que l'héritage missionnaire ne se perde pas. Il y a des choses à faire pour que l'héritage missionnaire ne soit pas perdu. Le gouvernement a commencé à récupérer déjà certaines écoles et certains hôpitaux. Et ceux-là essayent de mieux fonctionner. D'autres sont en friche, carrément, ont fermé, d'autres ont brûlé dans des incendies et n'existent plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut adopter des mécanismes de gestion, des mécanismes de fonctionnement qui sont adaptés et qui permettent que ces œuvres restent debout et vivantes. Voilà, Jean-Pierre. Je ne sais pas si j'ai débordé mon temps. Je n'ai pas lancé le chrono. Non, Mais, non, nous sommes parfaitement dans les temps. Tu aurais dépassé de 3 minutes, ce qui est tout à fait pardonnable. Merci beaucoup, cher Nick, pour cette intervention passionnante qui retrace l'histoire de l'œuvre missionnaire et qui ouvre des perspectives aussi sur un avenir peut-être plus lumineux pour cet héritage.